Bonjour et bienvenue dans la communauté dédiée au Quality Engineering. Notre dernière table ronde a débattu sur la place de la qualité logicielle dans l'entreprise. Nous avons abordé plusieurs prismes, celui du client, de la direction jusque celui des équipes opérationnelles. Le résumé de ce contenu est disponible en podcast, vidéo et avec un article sur le site qunit.com. Une bonne écoute, souscrivez pour ne pas louper les prochains épisodes. Le point, c'est moi qui l'ai mis là. Bon, même si j'ai Animomus, j'avais mis Christian sur le comment faire en sorte que toutes les équipes soient impliquées. En fait, quand je dis que sur cette partie-là, je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration, c'est que dans les entreprises, ce que je remarque encore aujourd'hui, alors qu'elles soient très grandes avec toutes ces équipes, parce que toutes les entreprises ne sont pas aussi fournies, mais en fait, j'ai vraiment toujours ce même ressenti qui est des silos. C'est-à-dire que c'est cloisonné, et je prends des exemples sans donner de nom d'entreprise, mais je me souviens, et c'est toujours le cas, quand on parle de la qualité logicielle à l'équipe infra, par exemple, leur réponse c'est attends, moi j'ai mes métriques qui vont bien, le pourcentage d'utilisation de la RAM elle va bien, le pourcentage d'utilisation de la ROM elle va bien, j'utilise que 25%, mais je dis d'accord, mais au niveau du monitoring qui est mis en place sur les applications, il y a des retours via des réseaux sociaux, les clients sont insatisfaits. Non, mais moi, c'est pas mon problème. Moi, j'ai 20% d'utilisation de mon infra, le reste, rien à foutre. Je veux dire, chacun son problème. Et ça, tu le retrouves à chaque partie quand tu discutes avec sur la chaîne, chaque silo. Ouais. Quand tu discutes avec la MOA ou le marketing qui dit voilà, on veut faire un produit comme ça, la MOA élabore le concept pour répondre aux besoins du marketing. Les développeurs le mettent en musique, et puis après, tu as la MOA qui dit à la MOA non, mais c'est pas du tout comme ça qu'il fallait faire. La MOA qui dit mais de toute façon, c'est de votre faute, vous l'avez mal défini. Ouais, mais vous n'avez pas testé. Enfin voilà, c'est la foire d'empoigne. En fait, depuis 30 ans, j'ai l'impression que c'est la partie de ping-pong. Tu vois, tu as les 8 acteurs autour de la table, tu as la balle, tu as la raquette, et puis ping, ah non, c'est toi, non, c'est moi, non, c'est toi. Et en fait, personne, j'ai rarement vu des entreprises qui avaient comme seul objectif d'abord la satisfaction client, parce qu'on n'oublie pas quand même que le but de tout ce qu'on fait, c'est de satisfaire le client final, parce que sinon, si on n'a pas de client, on n'existe pas, déjà. Et puis, le fait que ça ne peut marcher que si ces différentes entités ont ce seul objectif qui est effectivement de mettre en place un outil, un produit, un logiciel qui satisfasse le client et qui soit de qualité. Bon, aujourd'hui, moi, j'ai pas vu des entreprises qui ont atteint ce niveau de maturité ou assez rarement. Voilà. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi que c'est compliqué, et les entreprises où tu peux faire de la qualité une priorité, une responsabilité d'équipe, elles sont encore rares. Il y a encore beaucoup d'entreprises, d'organisations où effectivement, c'est même pas envisageable. Et des fois, c'est même pas voulu. Parce que, par exemple, tu as le test qui est outsourcé. Et c'est vachement pratique quand il y a un bug qui passe, de dire c'est la faute au testeur, ils ne l'ont pas récupéré. Parce que bon, quand tu internalises la responsabilité, du coup, après, s'il y a des trucs louches qui se passent en production, ce n'est pas de la faute du voisin, c'est ta faute à toi. Parapluie, quoi. Ouais. Donc, on est d'accord que cette idée de faire de la qualité une priorité et puis d'en faire une responsabilité d'équipe, ce n'est pas possible partout. Alors, moi de mon côté, je comprends bien ce que vous dites. Je comprends bien ce que vous dites, mais déjà, je pense qu'il faut il faut séparer deux choses, parce que les process ne sont pas tout à fait les mêmes en termes de projet et en termes de run. Donc, c'est deux manières différentes de fonctionner. En termes de projet, c'est en ça qu'il y a le poste de test manager, et le test manager est censé justement faire la liaison entre les différents départements pour organiser, pour garantir que les besoins de chacun seront pourvus, et de mettre en place des règles, puisque c'est lui le responsable, c'est lui qui manage les tests, donc c'est lui qui manage la qualité, qu'ils soient externes ou internes, pour l'avoir été en externe ou en interne dans des sociétés. C'est de créer ce rapport, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme vous l'avez expliqué, il y a des silos, il y a potentiellement des guéguerres entre départements qui se font la guerre.
Et le but est de faire en sorte que des règles organisationnelles, justement, et de construire cette équipe. Et de construire cette équipe via des process. C'est pour ça que, oui, il faut d'abord définir quelle équipe avant de définir les process, mais potentiellement, c'est qui est venu en premier, la poule ou l'œuf. Parfois, il faut essayer de définir des process en amont pour essayer de les populariser, de les faire comprendre et que chacun y tire leur avantage. C'est très compliqué. Ça met du temps à se faire. Rome ne s'est pas fait en un jour. Là, j'entends que ça fait 30 ans, 35 ans. Moi, j'ai pas 35 ans d'expérience encore. J'en ai 18. J'en suis qu'à la moitié. Mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, vu la tendance et vu comme toutes les entreprises ont un besoin réel de qualité, puisque pour sortir sur le marché, pour gagner des parts de marché, il faut être irréprochable en termes de qualité. Donc, je pense que les mentalités commencent à changer aujourd'hui et que c'est quelque chose sur lequel aussi il faut des personnes qui sont en responsabilité et en compétence pour pouvoir accompagner ces personnes-là. Et la problématique qu'on a vue, c'est que oui, le responsable test, c'est lui le problème, puisque s'il y a un bug, il n'a pas été vu par l'équipe de test. Mais je rappelle que si il y a un plan d'assurance qualité qui a été mis en place, qui a été validé par tout le monde, et ben on peut pas non plus pointer du doigt. Il faut savoir aussi être en réaction par rapport au finger pointing et bien expliquer. Et c'est pour ça que l'agilité permet cela, c'est que ça évite le finger pointing dans les rétros et de mettre en place aussi des discussions et de faire voir les problématiques et de pouvoir les gérer derrière. Enfin, sur ce point-là, c'est ma conviction. Je sais pas, Benjamin, j'ai vu que tu avais mis la main. Tu veux répondre au point ou commenter, je sais pas. Ouais, bah, je voulais rebondir, ouais, tout simplement. Ouais, je suis assez d'accord avec Christian sur cette vision que le produit n'est pas forcément au centre de la problématique. J'irais même parfois un peu plus loin. Je l'ai vécu, je ne le citerai pas non plus, mais j'ai même parfois que le business, le cœur de business n'est pas au centre de la problématique. À savoir qu'on en vient à des organisations, souvent dans les grosses sociétés d'ailleurs, d'une telle complexité par rachat de machin, par rachat de machines, qui fait qu'on ne sait plus quel est le business. En fait, derrière, quels sont les produits qui sous-tendent le business, et donc comment adresser finalement la bonne organisation pour faire en sorte que les produits sont de qualité, et donc le business peut foisonner. Par contre, je ne suis pas d'accord avec toi, Christian, quand tu dis que ça n'existe pas. Je pense que alors moi, chez Klaxoon, on est beaucoup plus petit, mais je pense que dans des sociétés à notre image, plus dans des startups ou un peu après startup, des scale-up, je pense qu'on a un peu plus quand même ce focus produit. Je pense qu'on le trouve un petit peu plus dans ces entreprises de cette taille-là, pour qui le produit est quand même une vision très forte, très ancrée. Et finalement, la qualité, nous, on arrive vraiment à considérer que c'est vraiment une problématique d'équipe, en fait. C'est-à-dire que c'est pas moi le testeur, le dernier rempart, c'est nous, équipe, qui décidons de dire ce truc-là, c'est un niveau de qualité qu'on doit avoir, ou ce truc-là, on accepte de prendre des risques, mais c'est l'équipe. Et puis si le risque il s'avère avéré, on en assume aussi les conséquences en équipe. Voilà. Mais effectivement, je vois bien ce que tu veux dire, Christian, sur effectivement un peu ces grosses mastodontes qui sont très silotées. Et puis c'est un peu la guéguerre, voire même des fois c'est la guéguerre des budgets dans les silos. Et moi j'ai jamais compris ce côté je te rachète un petit bout alors que vous êtes dans la même boîte. J'ai jamais compris moi cette logique de rachat entre départements, parce que je trouve que c'est de l'argent foutu en l'air. Mais ouais, je te rejoins là-dessus. Mais juste pour répondre, Benjamin, en fait je pense qu'il y a deux gros problèmes. Je te rejoins sur le fait que dans les structures de moindre envergure, on le trouve plus souvent. Les deux gros problèmes, le premier, c'est que nous, tous, on ne fait partie que de la partie run. C'est-à-dire qu'en clair, la qualité logicielle, pour les décideurs, pour les gens du marketing et autres, c'est pas là pour permettre de ramener plus de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en fait, la qualité logicielle, ça ne permet pas de gagner plus d'argent. La qualité logicielle, ça te permet de ne pas en perdre. Et le gros problème de fond, c'est que quand on dit ça, effectivement, on est incapable, et personne ne peut le faire, de définir quel ROI on va être capable d'aboutir ou d'arriver dès l'instant où on va livrer un logiciel de qualité. Parce qu'en fait, quand on livre un bug, quand on met en production un bug, pardon, on ne peut se rendre compte de l'impact que ça a sur le business que lorsqu'il est réellement mis en production. Par exemple, si c'est le tunnel d'achat,
et après se rendre compte qu'on a pris le mur parce qu'on a livré une version où le tunnel d'achat ne marchait pas, et bien sûr, ça fait une perte conséquente pour l'entreprise. Mais on ne peut pas définir combien on n'a pas perdu. Donc déjà, on est le parent pauvre, ne serait-ce que par cette conception et cette vision du logiciel. Ça, pour moi, c'est le premier point. Et le deuxième, Benjamin, sur le fait que dans les petites structures, on le voit plus souvent, je te rejoins, si il y a un sponsor dans l'entreprise suffisamment haut placé dans la hiérarchie pour qu'il ait vraiment une vision qualité avant même avoir une vision comme time to market ou une vision roadmap. Et ça, c'est, je trouve, malgré tout très rare. On essaie de collaborer avec pas mal de structures de 10, 15, 20 personnes comme nous, hein, des éditeurs, etc. Et bon nombre de fois, quand tu parles de qualité, oui, on va mettre ça en œuvre, c'est le projet de l'année et autres, ils veulent initialiser un prototype ou une évaluation, et puis 3 jours avant, non mais là, parce qu'il y a le business qui parle, alors on va pas pouvoir dégager la personne qui était prévue, alors donc on va remettre ça, et puis voilà, ça se délite et ça aboutit pas. Donc pour moi, le deux gros problèmes, c'est ça. Le manque de sponsors, il n'y a pas assez de gens. Et cette notion de manque de sponsors, pour moi, c'est pour ça que je dis que ça a pour moi pas beaucoup évolué, c'est que ça veut dire que dans les mentalités, la maturité des dirigeants, des responsables n'a pas évolué de manière suffisamment significative pour qu'elles prennent conscience que la qualité, c'est vraiment stratégique pour l'entreprise. Et ça, je suis d'accord, Benjamin, il y en a, mais c'est quelques pourcents. En une minute, je suis d'accord avec toi, Christian, mais justement, à partir du moment où on parle à des financiers, ils en assument le risque. Est-ce qu'il faut vraiment, du coup, se prendre la tête et vouloir faire de la qualité ? Ils veulent un truc pourri. Faisons un truc pourri et concentrons-nous là où c'est intéressant d'aller, quoi. Voilà. Il y a plein de boîtes qui arrivent à vendre leurs produits, même si le produit n'est pas d'une super qualité. Donc, pourquoi est-ce que la proposition de valeur, elle est difficile à articuler ? Parce qu'il y a beaucoup de business qui arrivent à vendre de la merde. Ouais. Mais le pire, c'est que nous, les clients, on l'achète. C'est ça le pire, c'est que nous, clients, on l'achète. Anas, levez la main, je crois. Ouais. J'aime bien parce que là, la Christian, il rejoint ma première question quand il s'est présenté. J'avais demandé à Christian, il a parlé des années 90, et je lui ai dit, est-ce que ça a changé ? Est-ce qu'il y a moins d'incidents de production entre les années 90 et maintenant ? Et la réponse est l'inverse. Il y a plus d'incidents en production en 2001 qu'aux années 90. Moi, j'ai commencé en 99, ma carrière. Et j'ai un petit peu suivi ce domaine parce que j'ai fait que de la qualité logicielle dès le départ. J'ai fait beaucoup d'audits. J'en ai audité. Maintenant, je m'approche du trentaine du grand groupe. Donc, j'ai vu ça. Et je rejoins Christian sur un point, c'est le sponsoring. Le sponsoring, ils ne sont pas sensibilisés sur la qualité. Ils ne connaissent pas le domaine du testing et de la qualité. Ils sont orientés business, fait Excel, finance, profit. Quand tu regardes leur copie de portefeuille en termes d'indicateurs, ils n'ont que 3 indicateurs. C'est souvent les charges, délais et les risques. Les risques est un peu masqué, c'est juste les risques projet. Ils ne parlent pas de risques produits, ils disent de risques projet, les ressources, etc. Des trucs farfelus. Mais les risques produits, ils n'en parlent pas. Quand j'ai audité des organisations où les sponsors ils sont sensibilisés de la qualité, c'est-à-dire des DSI où ils ont un écran digital en face d'eux, ils voient l'évolution des incidents, là, la qualité est prise en compte. Mais les personnes que tu leur parles de qualité en termes de DSI, en termes de management, et ils te disent ça, c'est un discours académique. Anna, ça, c'est un discours académique. Je veux le truc opérationnel. Ils vont te parler de safe, de agilité, etc. Et les gens, ils vont s'auto-former. On peut mettre assurance qualité ? Non, ils vont s'auto-former, ils vont s'auto-organiser, etc. C'est du pipeau, ça ne fonctionne pas. Le sponsoring est hyper important. Et j'ai trouvé quelques leviers pour répondre à cette problématique, de la direction générale jusqu'au DSI. C'est le portefeuille. Et comment faire ça ? Il faut leur montrer le coût de la non-qualité. Donc, quand j'arrive à faire cet exercice-là, bingo, je réussis à changer la boîte en termes de qualité. C'est-à-dire qu'on calcule les coûts des incidents, combien ça leur coûte en termes de perte d'argent en portefeuille. Je leur parle de perte d'argent en portefeuille, ils peuvent changer de mentalité. Donc, l'idéal, ça serait de prendre tout ce top management et leur faire une formation qualité, ça serait le top, parce que c'est eux qu'il faut sensibiliser. Parce que je perds mon temps, je fais beaucoup de missions d'accompagnement à sensibiliser les opérationnels. Mais ils sont tous OK.
tu leur dis de passer de fichier Excel vers Squash ou vers HPLM Call Center, vers Jira, il y va à fond, il est à fond dans le testing, etc. Mais quand il voit qu'il n'y a pas de contrôle au-dessus de lui, c'est humain. Notre cerveau humain, en fait, finalement, il est feignant. Donc, moins il y a une activité qui est non productive, qui ralentit un peu le process, qui en termes de tests, etc., il ne le fait pas. Je donne juste un exercice, je le fais en termes de formation. Et je dis à tous les gens que je forme, je leur dis, faites attention aux signaux que votre cerveau vous envoie. Quand on lit quelque chose, le cerveau, quand il fait beaucoup d'autres tâches, il va vous envoyer un faux signal pour vous dire non, ne relisez pas ça, je maîtrise. En fait, c'est un faux signal. Il veut juste se reposer. Pourquoi ? Parce qu'il a d'autres activités. C'est-à-dire une espèce de fainéantisme en quelque sorte. Et c'est exactement ce qui se passe dans les opérationnels. Tu leur fais une méthodologie, mais si elle n'est pas contrôlée, un rappel d'ordre avant, la méthodologie ou les bonnes pratiques se perdent et on va être orienté plutôt pilotage par délai, faire vite, etc. Et malheureusement, la qualité, c'est toujours perçu comme une perte de temps, etc. Ouais, donc, alors moi, je rejoins totalement à Christian, c'est le sponsoring, c'est regarder le coût de la non-qualité pour sensibiliser d'abord le middle management et le top management. Et vous allez voir, tous les opérationnels, ils vont suivre sans problème. Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site qaunit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine!